Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une longue réflexion, donc installez-vous bien. Comme beaucoup de vous, certainement, face aux soubresauts politiques des semaines passées, je m'interroge réellement, est-ce que la France aurait renversé la table? Là, de marcher sur la tête, la remise en question de nombreuses conventions par les Français est réellement palpable dans notre pays. Le gouvernement a vu son lot remaniement faire pchit, et il prend déjà l'eau d'ailleurs, et autant l'avouer, c'est le retour du capitaine de pédalo à l'Élysée. Nous entrons donc dans une période où les démissions, les renoncements, les lâchetés sont fortement contestés et offrent ainsi des choix aux répercussions majeures à long terme. Par ailleurs, en matière de répercussions majeures, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager ce podcast, ça me ferait plaisir. Je disais donc en matière de démission, par exemple, la guerre en Ukraine nous a rappelé que pour se défendre, il fallait être armé. Une chose banale, mais oubliée par des Européens profitant des dividendes de la paix à l'abri du parapluie de l'OTAN. La défense du climat, l'affirmation des BRICS ou de la Chine, la crise d'approvisionnement due au Covid nous ont montré qu'il était important de produire localement. L'urgence d'une souveraineté alimentaire nous a rappelé la nécessité d'avoir une agriculture qui fonctionnait, et d'ailleurs les agriculteurs viennent de nous l'expliquer plutôt clairement ces temps-ci. Le fédéralisme européen est donc bousculé, car ces injonctions ne stimulent plus les gens, elles entravent le citoyen. Alors l'idée de souveraineté renaît. Alors attention, la vraie, pas celle dont le concept ne convainc pas au-delà de la cour de l'Élysée, couvert par les rires de Seguin et Pasqua. Et puis parlons-en aussi, l'école de la République, sincèrement, elle instruit moins qu'elle inculque une théorie du monde. Et c'est ces écarts entre la réalité vécue et le cadre imposé, pour notre prétendu bonheur d'ailleurs, qui contribuent en grande partie à la déprime française. Et c'est cela que la droite doit bousculer. Alors dans ce podcast, je souhaite exprimer ma profonde lassitude pour cette époque où tout semble craquer, mais sans que les problèmes soient réellement pris à bras-le-corps et où on constate un étrange statu quo macronien qui résiste. Pour éviter donc de continuer à marcher sur la tête, il est impératif de remettre en question, avec discernement bien sûr, l'idéologie qui a façonné la France et l'Europe au cours des 30 dernières années. Alors je dis bien avec discernement, car un coup de balancier mal mesuré nous renvoie toujours vers d'autres écueils. Alors ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, pour le dire d'une autre manière, dans un excès d'enthousiasme à renverser la table. Et croyez-moi, je le sens monter cet enthousiasme à droite, donc je préfère le redire. De plus, n'oublions pas que rare est l'homme ou la femme providentielle pouvant aller au bout des choses en renforçant l'intérêt supérieur de la nation, tout en se garantissant le soutien et le satisfecit populaire, chose qui est nécessaire pour réussir les grands changements. Aujourd'hui, la ligne de front, elle est donc sur les normes, les règles et les organisations dont elles dépendent. L'agacement grandit quand les lois votées avec un plébiscite populaire peuvent être invalidées par une norme européenne ou une interprétation extensive et discutable du pouvoir décisionnaire d'une autorité indépendante. Le cas de la censure de la loi sur l'immigration tant portée par les Républicains par le Conseil constitutionnel ou la rétention du rapport du Conseil d'État dénoncé par Laurent Wauquiez sur le même sujet afin de ne pas renforcer la ligne dure lors du débat parlementaire, interroge sur les pouvoirs que les cours ou les autorités indépendantes se sont attribués au fil du temps. Et d'ailleurs, ces normes sont-elles toujours dans l'intérêt supérieur des Français? Les institutions européennes me paraissent plus sensibles aux opérations d'influence qu'un État-nation défendant ses intérêts propres. L'Europe, cette grosse usine à normes, est un terrain de jeu pour les ONG, les partis politiques et autres courants d'idées, mais aussi les États qui influent discrètement sur nos vies, nos territoires, et parfois, peut-être trop souvent, contre nos intérêts. C'est pourquoi, lors des prochaines élections européennes, il sera crucial d'élire des représentants de travailleurs pour veiller au grain. Bien sûr, comme François-Xavier Bellamy l'a fait durant des années, et j'espère qu'il pourra continuer. Aussi, je nuancerai ma critique sur l'Europe par l'importance d'une cohérence des règles pour l'organiser le marché unique, pour la cohésion de l'euro ou encore pour certaines libertés communes. Mais les exemples de normes allant contre les intérêts des Français sont un peu trop nombreux. La politique agricole commune étant un pilier de l'Union européenne, le militantisme anticapitaliste et écologiste contre l'agriculture telle que nous la connaissons se fait plus efficacement à Bruxelles que dans les champs de Sainte-Soline, il faut en être conscient. Ainsi sont poussées des normes qui entravent nos agriculteurs afin de détruire un modèle qui nous nourrit mais ne correspond pas aux objectifs des décroissants. En matière d'investissement financier, citons la tentative d'exclusion du nucléaire des investissements verts par les Allemands, ou encore la volonté de mise en place de normes éthiques tarissant à terme les investissements dans l'industrie de défense, alors que nous courons après les obus, à croire que les Russes et les Chinois tenaient la plume.
En matière d'immigration, la perte de souveraineté des États est poussée par des courants immigrationnistes, ça tout le monde l'a compris, mais la Cour de justice européenne des droits de l'homme est devenue un outil pour faire plier les États en la matière, et c'est un vrai problème. Je pourrais aussi vous parler de l'entrisme des frères musulmans auprès de la Commission européenne, frères musulmans qui ont d'ailleurs réussi, sous couvert de lutte contre les discriminations, à faire avancer leur agenda. Souvenez-vous du bras de fer entre Bruxelles et Paris sur l'égérie voilée de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Au final, avec le temps et les bons relais, à quoi de mieux pour influer que d'influer sur les normes, la règle, pour orienter la direction d'une nation ou de 27, sincèrement. Face à cela, l'agacement de beaucoup monte, et c'est compréhensif. Cela se caractérise par une montée d'un mal-être qui cherche une réponse dans une offre politique qui renverserait la table, sans vraiment se soucier de l'après, et c'est là le problème. J'ai le sentiment que nous allons vers un coup de balancier qui sera un arbitrage entre deux mondes. L'ancré face au hors-sol, le wokisme face au bon sens paysan par exemple, l'État-nation face au fédéralisme, l'autorité face au laisser-aller, le travail face au droit à la paresse, l'affirmation de l'ancestral face au multiculturalisme, tout du moins en France. Face à nous, il y a donc une page à écrire. On peut d'ores et déjà dire que la tentative de sauvegarde d'un système qu'est le macronisme a échoué et la conduite du dernier remaniement le confirme. Mais je ne crois pas que les Français se contenteront d'un match Le Pen-Mélenchon en 2027. Alors si Mélenchon a un programme et un corpus idéologique bien en place et construit, il serait clairement ridicule et un suicide français que de refaire confiance à Robespierre. Quant à Marine Le Pen, même si elle caracole en tête des sondages, proclamer des victoires idéologiques et surtout ne pas dire de bêtises en attendant que ça arrive ne rend pas capable de sortir la France de ses crises et de sa déprime. Si en matière d'immigration les Républicains sont sur des positions aussi dures que le RN, le seul renvoi, et c'est là où ça fait notre différence d'ailleurs, le seul renvoi par charter de sans-papiers n'a jamais créé 2000 emplois dans une usine produisant une technologie de rupture inventée en France. Sortir des accords de libre-échange n'a jamais favorisé une agriculture française qui est exportatrice. Alors évitons de répéter des anciennes erreurs, et je trouve qu'en France nous avons la mémoire courte. Lors de mes études en commerce au début du siècle, et je vous interdis de dire que ça fait longtemps, on nous enseignait qu'il n'y avait aucun intérêt à produire cher en France. Il fallait délocaliser en Chine et garder ici des activités à forte valeur ajoutée, comme la recherche, le bureau d'études, les conseils, etc. Déjà à l'époque, je trouvais étrange, connaissant l'histoire de l'Empire du Milieu, que les Chinois se contentent de produire nos t-shirts et nos iPhones sans jamais chercher à intégrer l'ensemble des chaînes de valeur. Comme si l'expérience du Japon des années 80 avait été oubliée de mes professeurs. C'était vraiment étrange. Le temps lent, encore une fois. Mais la financiarisation de l'économie fait qu'une stratégie d'entreprise à 5 ans, c'est déjà un siècle. Alors à 10 ans, vous me direz. Or, l'industrie a besoin de temps long. Mais time is money. Et c'est peut-être là que d'ailleurs le politique devrait intervenir dans l'économie. Nous serions-nous donc fourvoyés sur notre approche économique des 20 dernières années? Eh bien, c'est pas si simple. Parce que dans l'immédiat, cela nous a apporté une baisse des prix de la consommation, donc du pouvoir d'achat pour les Français, une croissance mondiale avec des millions de gens qui sont sortis de la misère et de la pauvreté, il faut en être conscient. Mais sur le temps long, nous avons perdu nos capacités industrielles, une partie des Français des territoires commencent à vraiment perdre plus qu'ils n'y gagnent. Il est donc temps de profiter de cette période charnière que nous vivons pour remettre en place une nouvelle stratégie avec plus d'industrie, plus de souveraineté, pour faire face à ceux qui, durant 20 ans, ont profité de notre stratégie économique pour se développer, qu'ils soient américains ou chinois d'ailleurs. Et donc, la confrontation prévue par le fameux piège du Thucydide risque de se faire aux dépens du vieux continent. Ça aussi, il faut en être conscient. Donc, j'appelle à une fin de la candeur, comme on dit. J'en serai aussi donc à faire l'éloge du temps long en matière de conduite des États. Tout en me demandant si cela est encore compatible avec notre démocratie, le quinquennat et les injonctions d'un monde qui va de plus en plus vite. À vrai dire, le bon sens paysan qui vient de faire ralentir nos autoroutes pourrait peut-être motiver la combativité de cette France qui prend le temps d'observer pour influer sur la marche de notre pays pour notre plus grand bien. On ne peut pas s'émanciper de sa terre, de sa civilisation, de sa nation, de son histoire, des saisons aussi, de sa météo, bref, du temps long. N'en déplaise aux tenants d'un monde de l'immédiat, sans passé, qui bat sérieusement de l'aile ces temps-ci, il faut l'admettre. Surtout, le temps long nous aide à prendre les bonnes décisions. Connaître l'histoire de l'Ukraine depuis le XVIe siècle vous fait comprendre le danger d'une victoire russe. Ne pas oublier la trajectoire de notre pays sur le nucléaire souverain depuis l'après-guerre nous aurait permis de mieux résister à l'offensive des écologistes et des Allemands voulant entraver cette force de la France. Combien de temps perdu pour le climat, combien de tonnes de CO2
car les écolos ont défendu la stratégie industrielle allemande. Bonne question. Je voudrais que vous preniez conscience à quel point nous sommes entrés dans un monde nouveau. Je voudrais que vous n'en ayez pas peur et que vous ne renonciez pas à vous battre pour remettre notre pays sur un chemin digne de lui. Deux mondes se heurtent, mais il peut en sortir de belles choses au final. Le débat sur le parrainage du Printemps des Poètes par Sylvain Tesson va dans ce sens. Un petit monde urbain hors sol qui trouve dans le wokisme, la cancel culture, l'écologisme de salon une nouvelle religion, je les appelle les fameuses Savonaroles à bicyclette. Ce monde se heurte au monde d'un contemplatif des chemins noirs. Et ça a créé cette crise littéraire. Mais c'est tellement français comme guerre au final. Mais il est important de la mener, parce que le temps long fabrique le beau. Alors qu'un jet rapide de soupe sur la Joconde se revendiquant un geste artistique dénonçant les menaces pour le climat, il véhicule peut-être plus d'idéologie que de beauté. Et la beauté nous manque. C'est la même chose avec la bonne politique, ancrée et dans le temps long. Sur ce, j'espère ne pas avoir été trop long, portez-vous bien.